Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous parle de Flesh and Blood et plus précisément, qu'est-ce qui se passe avec ce jeu. Cette vidéo est en deux parties. Première partie, une vidéo news. Je vais vous parler de deux informations très intéressantes et importantes qu'on vient de recevoir. La troisième partie va être plutôt consacrée à la méta du jeu actuel, au ProQuest, donc aux événements compétitifs qui viennent de se passer, et à mon feeling sur le futur et l'actualité de ce jeu à ce niveau-là, avec quelques problématiques dont j'aimerais vous faire part, et j'aimerais aussi évidemment avoir vos commentaires en bas de cette vidéo peut-être. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez au fur et à mesure de celle-ci. N'hésitez pas non plus à vous abonner, commenter et liker, partager, faire ce genre de choses pour faire connaître les vidéos de Flesh and Blood que je fais en français. On commence tout de suite avec notre ami Everfest, ou notre pas ami Monsieur Starvo, pour commencer un petit peu la partie news. C'est le petit setup que j'ai installé. Et alors, première news, c'est que quand on chipote un petit peu sur le site de Flesh and Blood Legend Story Studio, fabtcg.com, vous avez les extensions qui sont sorties, et parfois, ils vous annoncent les choses à venir. Dans les choses à venir, on peut voir qu'en avril et en mai, il va y avoir des choses, on ne sait pas encore quoi. Mais par contre, le 27 mai, les Classic Battles. Et ça, c'est cool parce que juste après, je vais pouvoir vous les montrer. Et enfin, vous avez la partie Standalone Booster Set. Et là, il y a l'œil de Fidia qui avait pu faire une interview avec James White et on a pu recevoir des informations comme quoi les Standalone Booster Set seront des Standalone permettant de jouer dans d'autres langues, notamment le français. Donc oui, vous allez avoir certaines cartes de Flesh and Blood qui vont être traduites en français. Je vous avoue que j'ai pas extrêmement tout à fait compris comment va se fonctionner ce système-là. D'après ce que j'ai plus arrivé à capter comme information, ça va être un système où il y a des cartes importantes des précédentes extensions qui vont être traduites en français et du coup imprimées dans ces booster sets. Si je me suis trompé, je ne doute pas une seule seconde que Aurélie, Ludo ou des gens parmi vous qui êtes bien au courant de ce qui va se passer, eh bien vous allez les mettre en commentaire si j'ai raconté des conneries. Mais en tout cas, clair et net, le jeu arrive en français. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-le moi aussi dans les commentaires. Moi, personnellement, je ne ressentais pas du tout l'obligation ni la nécessité que ce jeu soit traduit en français. Je trouvais qu'en anglais, c'était tout à fait accessible, tout à fait simple au plus, parce que du coup, tout le monde joue avec la même langue, les mêmes cartes. Donc ça, c'est cool pour moi, personnellement. Mais après, j'arrive quand même à comprendre que pour peut-être certaines personnes, pour s'introduire au jeu, c'est important de disposer de ce jeu dans sa propre langue, dans la langue qu'on parle tous les jours, dans la langue qu'on maîtrise un peu peut-être, et donc faire en sorte que ce jeu soit accessible à un maximum de monde. Ça, par contre, je suis pour, notamment au niveau du milieu francophone, où on sait que parfois c'est difficile pour faire jouer des gens en anglais. Je le sais très bien pour le faire très souvent. Donc moi, ça va plutôt m'être utile pour initier des nouvelles personnes et les inviter à découvrir ce magnifique jeu. Parlons maintenant des Classic Battles. Ah bah oui, sinon c'est pas marrant. Et alors il faut aller juste ici. Tadam! Les Classic Battles sont annoncés avec Reinhardt contre Dorinthea. Et qu'est-ce que nous allons avoir? Eh bien c'est un pack de démarrage comprenant 2 héros et vous permettant de débuter tout de suite à jouer en format Blitz. Blitz qui est le format, on va dire, avec le plus faible nombre de points de vie, comme vous pouvez le voir, et le faible nombre de cartes. Désolé pour la qualité, je fais de mon mieux pour aller les récupérer. Vous voyez la magnifique nouvelle Dorinthea, et vous pouvez aussi découvrir ici la belle box de départ de ce jeu. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, au premier feeling, avant que je donne mon avis là. Là, vous avez écrit, vous êtes fait votre propre idée, et puis maintenant, je vais vous donner un petit peu mon feeling. Mon feeling, il était un peu négatif quand je vois le prix. Je vois le prix de 49, donc ça va tourner autour de 45 euros. 45 euros, et je lis... c'est designé pour accueillir les nouveaux joueurs. Donc pour accueillir des nouveaux joueurs dans notre magnifique jeu Flesh and Blood, on va leur demander 45 euros. C'est un jeu de cartes, je nous rappelle. Et un jeu de cartes où on te demande d'investir 45 euros pour découvrir le jeu, je trouve que c'est un petit peu trop cher. Je me demande pourquoi est-ce que le prix est aussi élevé. Et donc il faudra voir à l'intérieur des paquets de cartes, les cartes justement qu'ils vont nous proposer. Est-ce qu'ils vont nous proposer des Majestics ou des cartes chez Dorinthea et Reinhardt qui sont vraiment importantes et qui sur le marché secondaire ont déjà une certaine valeur? Auquel cas ça pourrait être intéressant d'acheter ces paquets-là. Ou est-ce qu'ils vont pas nous proposer ça, et alors auquel cas je trouverais ça un peu moins intéressant. D'autant plus que c'est mon feeling personnel, mais imaginons je suis nouveau joueur de ce jeu, je veux m'y intéresser, je m'en fous de tomber sur des cartes extrêmement importantes qui coûtent très cher. Parce que je suis nouveau joueur, je ne m'intéresse pas encore au marché secondaire. Normalement, quand je suis nouveau joueur, je ne m'intéresse pas à revendre mes cartes. Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir ce jeu et d'y jouer. Même chose pour le côté où je vois qu'il est marqué que ce sera un Call Foil Hero, une arme qui sera Call Foil, il y aura des cartes, des équipements Rainbow Foil, il y aura un full art pour le mentor. Donc en gros, ils sont en train de te faire, on va dire, ils te pimpent
un petit peu tes personnages. De nouveau, mais moi, c'est personnellement, déjà de base, je suis pas hyper fan du call foil ou du foil, ce genre de choses, parce que je suis plutôt joueur, et donc ça ne m'intéresse pas d'avoir une carte qui est brillante, c'est pas grave si elle est pas brillante pour moi. Et du coup, moi, personnellement, feeling de nouveau joueur, on me dit, ouais, tu vas avoir des cartes super brillantes, je suis juste en mode, bah si ça fait que ça augmente le prix du paquet, je préférerais avoir un paquet avec pas de full art, pas de cartes hyper brillantes, mais simplement des cartes tout à fait belles, parce que les illustrations sont magnifiques, il n'y a pas besoin que cette illustration soit brillante, hein. Juste simplement ça, et c'est suffisant pour moi, je serais heureux, et j'ai pas besoin qu'on me donne justement de la brillance qui fait peut-être augmenter un peu le prix du jeu. Je peux tout à fait me tromper, j'aimerais bien avoir votre avis. Et donc moi, clairement, je vais les acheter, les Classic Battle, c'est sûr et certain, mais donc ça m'ennuie un petit peu. Le prix d'entrée, le fait que ce soit du Blitz, donc d'office, il va falloir réinvestir dans certaines cartes, etc., pour passer en construit, et avoir un petit peu, ce qui m'inquiète, c'est par rapport au prix, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre dans les 40 cartes, étant donné qu'ils parlent de Welcome New Player. C'est pas des decks comme j'ai connu à Magic, ou qui s'appelaient, il me semble, les decks de Challenger, où c'était des decks qui étaient prévus, on va dire, pour la compétition, ou en tout cas pour pouvoir s'introduire à Magic, mais de manière un peu plus sérieuse. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas, dites-moi si je me trompe, donc si c'est pas le cas, pourquoi est-ce que le prix est déjà aussi élevé ? Grande question que je me pose, vous aurez peut-être la réponse, en tout cas vous allez me les mettre dans les commentaires. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je félicite, j'ai envie de dire bravo à la mise en avant de quelque chose d'autre dans le jeu. Ça va me permettre de dire, hey, tiens, vas-y, achète ça, tu découvriras le jeu, et sans doute que ça doit être très chouette les cartes à l'intérieur et tout, donc vraiment, je leur fais assez confiance quand même. C'est des questionnements que je me suis posés, je me suis dit que j'allais vous les partager justement en vidéo. En tout cas, ça donne quand même envie et ça amène une diversité au choix de démarrage dans ce jeu, donc pourquoi pas. Maintenant, passons justement tout doucement à la deuxième partie de cette vidéo, partie consacrée au ProQuest et partie consacrée un petit peu à qu'est-ce qui se passe avec ce jeu actuellement. Alors, du coup, ça va pas être très digeste si vous connaissez pas le jeu, si vous jouez pas au niveau compétitif, coupez la vidéo maintenant. Si ça vous intéresse pas la partie compétitive, coupez maintenant. N'écoutez pas la suite de ce que je vais raconter. Si ça vous intéresse la partie compétitive du jeu, mais vraiment compétitive, eh bien alors là, restez et évidemment, donnez-moi votre avis parce que c'est l'objectif. Du coup, on va commencer à regarder un petit peu et vous allez voir, je vais vous parler un petit peu de mon feeling. Donc je reprécise, gros disclaimer, c'est mon feeling, c'est mon avis, je peux tout à fait me tromper, vous avez le droit d'avoir un avis différent, et chacun se fait son propre avis. Évidemment, mon avis n'est pas fait tout seul, j'ai parlé avec beaucoup de joueurs, avec des juges, qui ont nourri un petit peu ma réflexion pour que je vous en parle là maintenant. Donc c'est pas un avis uniquement individuel, mon avis il a évolué, il a été réfléchi un petit peu, néanmoins, on a tous le droit d'avoir un avis différent. D'abord, regardons un petit peu ce qui s'est passé, pourcentage de joueurs, donc de héros représentés. Vous pouvez voir un pourcentage qui est assez grand, assez varié, et ça, je trouve que c'est quelque chose de positif. Vous avez un petit peu de tous les héros qui sont présentés. Et même les héros les plus représentés, c'est 20% du field, donc je trouve que ça va encore. Ça, personnellement, c'est quelque chose qui peut sonner comme quelque chose de positif, dans un premier temps, en termes d'observation extérieure. Ensuite, on va regarder un pourcentage de top 8. Il faut dire les choses comme elles sont, même si il y a clairement 3 héros qui se dégagent, qui sont Starvo, bravo Star of the Show, qui sont Prism et qui sont Viserai, les 3 personnages dont je vais vous parler un petit peu après. On peut néanmoins observer qu'il y en a d'autres qui sont là, et on parle du top 8. Donc dans le top 8, vous avez eu au moins une fois tous ces personnages-là. L'air de rien, même si c'est en extrêmement faible pourcentage pour notre ami Lévia par exemple, il y a une grande diversité dans les personnages qui arrivent à se dégager et rentrer dans le top 8. Il y a des méta locales, il y a des méta dans chaque région qui font qu'il y a différents héros qui arrivent à se dégager. Et ça, je trouve qu'il faut encore une fois le féliciter. Vous voyez que je commence par des félicitations. Les pourcentages de win, là, il y a des choses qui commencent à se dégager un petit peu, hein, les amis. Notre ami Starvo, ou notre pas ami Starvo, 42% de victoire, c'est pas rien. Chez Prism et Viserai aussi sont très fort présents, donc on a notre trio de tête, on a une méta qui s'est dégagée autour de ces 3 personnages-là. Il faut dire les choses comme elles sont, c'est pas pour ça que les autres sont mauvais, c'est qu'il y a une méta qui s'est dégagée autour de ces 3 personnages-là, et justement, on va essayer d'analyser un petit peu pourquoi cette méta s'est dégagée autour de ces personnages-là, et qu'est-ce qui se passe avec ces personnages-là.
Et puis ensuite, après là, c'est un peu plus peut-être indigeste, mais justement c'est pour vous parler de statistiques, vous montrer un petit peu tout ce qui se passe autour de combien il y a eu de joueurs qui ont joué ce personnage-là, combien, par exemple, il y a eu 48 jours de Boltyn, il y en a 6 qui ont fait top 8, il n'y en a aucun qui a win. Vous voyez, ce genre d'informations, mais qui vous donne vraiment une bonne idée, je trouve, de où va le jeu actuellement. Et on termine dans cet article par vous présenter le Living Legend. Je reviendrai en fin de vidéo là-dessus, parce que pour moi, c'est un problème dans le jeu actuellement, c'est le Living Legend. Et j'essaie de ne pas l'oublier dans mon explicatif, parce que je veux essayer que cet explicatif soit le plus court possible. Bien, je vais laisser ce schéma-là, et vous donner mon avis directement, je vais direct à la fin. Faut d'abord que vous partiez dans l'idée que j'ai eu toute une réflexion, avec des phases hautes, des phases descendantes, des phases de bonheur, des phases de déception sur le jeu, il y a eu tout ça. Et beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes, et ensuite, maintenant, je vous amène à, on va dire, tout de suite, la finalité du truc. Flesh and Blood a une problématique, actuellement, qui est une problématique liée à la consistance des dégâts qui peuvent être proposés à chaque tour. Je m'explique. Il fut quelque temps, il y a quelques mois, ou même au début de Flesh and Blood, et c'est ce qui me plaisait dans le jeu, quand quelqu'un arrivait et vous proposait un tour à 15 dégâts, c'était énorme, c'était incroyable. Et pour vous proposer un tour à 15 dégâts, cette personne-là, ce joueur, quel que soit le héros, qu'est-ce qu'il avait dû faire? Il avait dû setup, il avait dû préparer, il avait dû placer une carte en arsenal, il avait dû garder une carte en main, il avait dû pitcher, il avait dû faire peut-être l'un ou l'autre plus petit tour pour proposer un tour à 15 dommages. Actuellement, après toutes des réflexions je trouvais qu'il y avait trop de RNG, on en reparlera, qu'il y avait trop de difficultés, c'était pas du tout consistant le jeu, notamment Starvo, etc. Après tout ce genre de réflexion, il y a cette finalité qui est amenée de dire, en fait, le système de blocs dans le jeu n'est plus hyper intéressant parce que proposer du 15 dégâts par tour, c'est devenu monnaie courante. C'est devenu hyper accessible. Et donc, on se retrouve dans un jeu où prendre la décision de défendre, c'est lâcher sa main, parce qu'il faut lâcher sa main quasi complètement pour protéger d'autant de dégâts, c'est perdre la tempo, et c'est laisser à l'adversaire continuellement proposer cela, étant donné qu'il n'y a plus une grande nécessité de faire ce qu'on appelle du setup, de préparer ses tours pour pouvoir proposer du 15 dégâts. Et avant, il y avait quelque chose qui me plaisait énormément, que je retrouve beaucoup moins dans le jeu actuellement, complètement, c'était vraiment ce genre de tour où tu devais décider de défendre avec une ou deux cartes de ta main pour pas prendre trop de dégâts, ensuite tu essayais de setup une carte en arsenal, de proposer une petite attaque, ensuite tu repiochais tes cartes, tu devais redéfendre peut-être encore pendant un ou deux tours légèrement, et puis hop, à un moment tu acceptais de prendre un peu des dégâts, et tu sortais ton gros tour. Donc il y avait ce qu'on appelle de la tempo, il y avait du choix dans le jeu, dans les moments de défense, etc. Ici, actuellement, dans les matchs que vous pouvez aller voir, etc., vous pourrez observer que c'est énormément des tours énormes qui sont tout le temps proposés. C'est constamment des tours qui sont hyper puissants. Et donc ça amène cette difficulté-là, c'est que les défenses-réactions, qui sont hyper... On a nerfé Braillard, il a reçu un nerf, justement parce que Legendary Studio expliquait qu'une défense-réaction, donc une défense de 4, c'était quelque chose d'important et que Braillard, il avait trop facile à les obtenir. Mais ici, actuellement, des défenses de 4, quand on vous propose du 15 dégâts, quand on vous propose, en plus, avec notre ami Starvo, même si c'est du 9 dégâts, mais c'est du 9 dégâts Dominate plus Go Again, en fait, les défenses-réactions, elle n'est pas hyper intéressante. D'autant plus quand il y a du hit trigger. Alors, quand il y a du hit trigger en plus, ça veut dire qu'on vous propose un 9 dégâts dominé, si jamais je te touche, je te fais défausser 2 cartes de ta main. Même il y a Unmovable qui devient intéressant comme défense-réaction, mais toutes les autres, c'est très compliqué. Très très compliqué. Ou alors tu dois vraiment faire... De toute façon, tu vas devoir lâcher énormément de cartes dans ta main. Donc on amène à ceci une problématique selon moi. Je peux tout à fait me tromper, mais n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. C'est vraiment une grosse réflexion. Moi, de base, je me suis dit, il y a un peu trop de RNG dans le jeu. Notamment, si vous observez le nombre de héros qui a eu la capacité de gagner, ça prouve bien que, en fait, il y a quand même une certaine part de chance, de variance, qui existe dans tous les jeux de cartes, j'en suis conscient, attention, mais une certaine part de variance sur le fait de, si je pioche les cartes au bon moment, je vais gagner. Ça, c'est quelque chose qui m'embête. Notamment, personnellement, j'ai joué Braillard, et ça m'embêtait de jouer ce personnage-là. Parce qu'en gros, c'était concrètement, si je piochais les Channel et les Sonata, j'avais des grandes chances de gagner, et en fait, c'était n'importe quoi. Et quand en fait, je pars dans l'idée qu'il y avait de la chance, même chose pour Starvo au début, où c'était un peu quand même, si tu as la chance de faire ton effet passif, ton pouvoir,
c'est extrêmement puissant. Même chose avec Viserai, où si tu as la chance de tomber sur quelques bonnes cartes au début de partie, tu peux proposer du 30 dégâts d'arcane, ce qui est complètement n'importe quoi. Même chose avec Prism, qui, si elle débute sa partie avec une possibilité de placer des auras, ça va être très difficile pour l'adversaire de revenir dans la partie. Donc il y avait un peu ce côté variance-chance qui me posait problème. Et ensuite, quand je suis revenu avec Briar, je me suis dit, oui, mais en fait, c'est quoi le vrai problème de la carte Channel, par exemple, avec Briar? C'est que si je l'ai, je gagne un avantage en termes de dégâts qui fait que je propose du 21 dégâts par tour facilement. Et pendant 2 tours. Et ça, c'est énorme. C'est hyper puissant, 21 dégâts. Et en fait, c'est là où je fais que la réflexion, elle a évolué sur que, effectivement, en fait, la problématique, c'est que actuellement dans le jeu, il y a très peu de possibilités de défense efficaces face à ce genre d'énormes tours qui sont constamment représentés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et que la phase de tempo, la phase de choix, de temporisation aussi sur défendre un petit peu, préparer des tours et attendre que l'adversaire ait des tours un peu plus faibles, elle n'est quasi plus présente. Et comme les dégâts sont énormes, t'es obligé de défendre un petit peu à un moment ou un autre, donc tu perds la tempo et t'arrives pas toujours à revenir. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des beaux revirements de situation, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des magnifiques games, il y a des parties dans ce jeu qui sont incroyables, et les parties les plus incroyables dans ce jeu, c'est des parties où justement les adversaires n'ont pas eu on va dire la chance de piocher des cartes qui vont leur donner un avantage incroyable dans la partie, et qui du coup, ça se joue vraiment sur les décisions au quel bon moment. Mais actuellement, avec les 3 personnages qu'on a là actuellement, on a 3 problématiques un petit peu différentes. Starvo, problématique de il peut tout faire. Il vous propose des dégâts dominés plus de go again, il vous propose du frostbite, donc la possibilité de ralentir, il peut se défendre, il est hyper agressif, et avec sa crown et sa carte en arsenal, il peut pas très facilement, non, mais il peut de manière accessible obtenir ce fameux passif, avoir 5 cartes en main, et pouvoir subir des dégâts, parce qu'après, derrière, il va vous rouler dessus. Il a des cartes qui ont des effets hit trigger, ce qui fait que, du coup, il va vous enlever des cartes de votre main avec Crimpling Crush, il va vous empêcher de faire du go again avec Spinal Crush, ou avec Hawk and Hold, c'est parti pour la fiesta. Donc, Starvo, ça m'étonne pas du tout qu'il gagne, parce que c'est hyper accessible pour lui d'arriver à obtenir ces fameux tours un peu plus puissants avec son pouvoir passif, mais même quand il n'a pas ces tours avec son pouvoir passif, il propose des énormes dommages, avec des effets embêtants pour l'adversaire. Donc en fait, ça m'étonne pas qu'il gagne, parce que quand on l'a vu arriver, en plus il a un énorme potentiel de cartes qu'il peut mettre dans son deck, vu qu'il peut jouer plein d'essences différentes de cartes, ce qui fait que en fait, c'est pas si illogique que ça qu'il soit là-haut. Donc lui, il a plusieurs problèmes en un. Il fait des gros dégâts, il peut proposer du ralentissement à l'adversaire, et en plus de ça, il a accès à un grand pool de cartes. Et s'il a la chance de piocher les bonnes cartes, eh ben, il va faire très mal. Voilà pourquoi il gagne, essentiellement. Viserai, on a un autre problème. Il est magnifique, ce personnage-là. Mais on a un autre problème, moi, personnellement, mon problème avec Viserai, c'est les arcanes dommages. Parce que les arcanes dommages, il n'y a que très peu de choses qui vous permettent actuellement de bloquer ceci dans le jeu. On en revient à la problématique de base. Le bloc et le système de bloc actuellement dans le jeu. Parce que quand on vous propose 30 dégâts d'arcane dans votre figure, je peux vous assurer que c'est pas rigolo, ça c'est sûr, et qu'en plus de ça, vous allez tous les prendre dans votre tête en espérant arriver à proposer un tour un peu intéressant derrière pour vous. Ou alors vous allez pitcher toutes vos cartes en espérant arriver à vous défendre un petit peu, et au final vous allez quand même vous prendre une quinzaine de dégâts dans la figure, ce qui fait que c'est vachement difficile de se défendre des arcanes dommages. Viserai est vraiment très puissant et est en train de revenir un peu plus dans la méta actuelle, je trouve. C'est pas pour ça que c'est nul, hein, attention, mais c'est une constatation. Et vraiment, il y a des tours qui sont vraiment insane. Je vous invite à aller voir des vidéos. Il y a vraiment des tours, et assez fréquemment, ce genre de tour avec Sonata, Into Skeleta, enfin vraiment, ça vous fait des trucs de dingue. Et t'es juste en mode, ah ouais, on n'est pas encore dans du... Ouais, enfin voilà, ça rigole plus trop. Dites-moi ce que vous en pensez, évidemment, il y a des excellents joueurs de Viserai qui me donneront plein d'avis, évidemment. Je n'ai pas dit, encore une fois, que par rapport à Starvo, par rapport à Viserai ou par rapport à Prism, que c'était facile de jouer ces decks-là, que c'était facile de gagner. Je n'ai à aucun moment dit ça. Je dis juste que j'observe que c'est difficile de se défendre contre ce genre de deck. Et Prism, Prism c'est les auras.
Prismora. Prismora, ça fait mal, parce que Prismora, ça peut... vous prenez vite le contrôle du board, vous avez des auras qui vous donnent des avantages permanents, vous permettant d'attaquer gratuitement, et en plus, vous allez souvent faire un tour avec du Herald, ou du set dégâts Go Again into mes petites auras, et donc forcer l'adversaire. En plus, vous avez parfois quand même quelques hit triggers, donc vous avez forcé l'adversaire à se défendre, et en plus, les auras, c'est un peu comme des arcanes, c'est pas exactement comme des arcanes, donc je me plains moins des auras, mais ça peut vite devenir ingérable. Donc vous avez vraiment ces 3 héros-là qui se sont dégagés, c'est pas pour ça que les autres ne sont pas bons. On a du Shane qui est aussi extrêmement puissant, mais un peu qui se base un peu sur le même principe de proposer des arcanes, des dommages, et en fait, plus la partie elle avance, jusqu'au tour 3, tour 4, il vous propose des tours incroyables avec un card advantage de fou, vu que toutes les cartes dans sa banniche, enfin énormément de cartes dans sa banniche jaune peuvent être jouées, ce qui lui permet de, même avec 1 ou 2 cartes en main, vous proposer un tour extrêmement puissant. Donc lui, il a la possibilité de se défendre. Je regarde un petit peu. Braillard, je pense que c'est essentiellement pour ça qu'il est un peu moins présent dans les wins. C'est essentiellement parce que si il chope les bonnes cartes, comme les Channel, comme les Sonata, il a des grandes chances de pouvoir gagner. Et s'il les a pas, il y a des grandes chances qu'il se retrouve à se faire avoir parce que le système actuellement du jeu est à qui va proposer le plus de dégâts. On a des Lexi qui se dégagent un petit peu tout doucement, j'en ai vu quelques-unes jouer. Je ne prendrai pas trop de position sur Lexi parce que justement je ne connais pas encore très bien le système. C'est Lexi Ice plutôt qui a été joué et qui a l'air de proposer quelque chose d'intéressant, mais encore une fois, je suppose que s'il y en a très peu qui ont été joués, ou en tout cas qui ont gagné, c'est aussi essentiellement sur le fait de piocher les bonnes cartes au bon moment, notamment pour Lexi quand même, où ça vous demande de placer en arsenal, ça vous demande du setup. Ça vous demande du setup pendant que les autres personnages ont beaucoup moins besoin de setup pour proposer d'énormes dégâts. Voilà. Du coup, j'ai fait un peu le tour. J'ai fait un peu le tour de cette vidéo, où actuellement, j'espère que vous aurez compris que ça ne me dérange pas plus que ça, le jeu est chouette, il est incroyable et tout ce que vous voulez, mais où actuellement j'ai un souci sur la méta, mais c'est pas vraiment la méta, c'est l'évolution du jeu que prend, la tournure que le jeu prend, parce que c'est vrai que avant, quand je jouais à Flesh and Blood, c'était vraiment ok, il faut que je défende au bon moment, il faut que j'utilise mes bonnes défenses-réactions, il faut que je décide d'accepter le trigger là pour pas accepter celui ensuite. Il y avait tout un jeu de réflexion et de la temporisation, il y avait des terrains montants, terrains descendants, un jeu de balancier dans la partie, et il y avait un moment de tempo hyper important où celui qui prendrait la bonne décision, hop, il allait passer un petit peu au-dessus et il allait sans doute pouvoir gagner la partie. Là, actuellement, voilà, avec tout ce que je vous ai expliqué, même si j'espère que vous aurez compris que je me suis expliqué correctement, avec tout ce que je viens de dire, j'ai un problème avec Flesh and Blood actuellement, j'ai un problème en construit, j'ai le même problème en Blitz, un peu moins, mais c'est parce que, oui, j'ai oublié de dire que c'était le format Blitz, et franchement, le format construit, pardon, franchement, le format construit actuellement, j'ai plus trop envie de jouer à Flesh and Blood en format construit. Je préfère jouer en draft, de toute façon, le draft, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré, donc de manière générale, pour rééquilibrer un petit peu ce truc-là, parce que là, en construit actuellement, ça me dérange. Ça me dérange, les personnages qui se sont dégagés de la méta, c'est vraiment ce truc de énormément de dégâts, énormément de consistance tout le temps, et c'est pas très plaisant de jouer là-dessus, et c'est très difficile de trouver des choses pour contrer ça. C'est très difficile parce qu'actuellement, on n'a pas beaucoup de possibilités justement de contrer ces trucs-là, si ce n'est jouer le même genre de personnage, et alors du coup, si Starvo contre Starvo, ce sera vraiment à celui qui va choper les cartes. Et ça, c'est un peu dommage. Alors qu'avant, même dans certains match-up miroirs, c'était pas celui qui piocherait les cartes, c'était plutôt à celui qui allait prendre les bonnes décisions de bloc au bon moment, ou qui allait bien anticiper ce que l'adversaire avait en main, ce genre de choses. Et pourquoi je vous parlais du Living Legend? Je terminerai cette vidéo là-dessus, 23 minutes, j'en suis désolé, j'espère que ça se passe bien pour vous. Hein. Pourquoi je parlais du Living Legend? Parce que pour moi, là, il y a quelque chose que Legend Story Studio ne fait pas. Ils n'utilisent pas leur propre système de Living Legend. Pour ceux qui auraient oublié, il y a un principe qui dit que quand un héros va arriver à un certain nombre de points, il va être banni, il ne pourra plus être joué, ce héros-là. La classe sera toujours autorisée d'être jouée, évidemment, mais avec un autre héros. Et sans doute qu'il sera réimprimé dans une forme plus légère, ou dans une forme où il sera moins puissant. Et pourquoi je vous dis que j'ai un problème avec ça? C'est que leur système-là, ils te l'annoncent, et c'est quelque chose de génial. Ça permet quoi? Un développement horizontal. Ça permet aussi que toi, tu as un personnage de la première génération, tu adores par exemple Katsu, ou Dorinthea par exemple. Tu adores Dorinthea, eh bien tu pourras peut-être la jouer pendant toute ta vie, toute ta vie, parce que tant qu'elle n'atteint pas le rang de Living Legend, eh ben, elle est continuellement autorisée en tournoi. On se doute bien que du coup ça sonne comme quelque chose, ça fait très peur, parce que dans le futur, quand il y aura peut-être une trentaine, une quarantaine de héros différents, ça va faire un pool de héros beaucoup trop grand, et donc ils se sont dit, si on arrive à un certain stade,
le héros il disparaît. Pour arriver à ce stade, comment est-ce qu'on fait? Même au plus petit tournoi, les héros gagnent des points de légende. Et du coup, et plus le tournoi est important, plus ils gagnent des points de légende. Donc tout ça, bien. Et ensuite, où a été le problème? Pour moi, le problème a été que, il y a 2 fois, à chaque fois, quand un héros a commencé à se dégager de la méta, un héros a commencé à être un peu trop fort parce que quelqu'un avait trouvé une combo un peu trop puissante, qu'est-ce qu'on nous a fait? On nous a banni des cartes. On nous a nerfé le personnage, et du coup, on a, entre guillemets, empêché ce personnage d'atteindre le rang de légende. On a eu le coup pour Shane. On a eu le coup pour Shane, où on a banni une carte qui était importante pour lui, qui était peut-être trop forte, je ne dis pas l'inverse, mais on l'a banni la carte, pour réduire l'impact que Shane avait dans la méta actuelle, alors que les gens commençaient à le battre avec des prismes me tank, etc. On commençait à trouver des solutions. Mais on a banni cette carte-là, pouf, Shane descend tout en bas. Merci, au revoir. On a eu le cas pour Braillard. Braillard, c'était encore plus criant, parce que là, on lui a pas simplement banni des cartes qui étaient importantes pour lui, on lui a aussi nerfé. Donc vraiment, on a fait le package all-inclusive pour Braillard, parce qu'il arrivait très très proche. Il est arrivé très rapidement au stade de peut-être Living Legend. On a une prisme qui est en train d'être, qui est pas oubliée, mais ça m'étonne, mais c'est une prisme, c'est un des personnages les plus stables dans toutes les méta confondues qui ont existé depuis qu'elle est là, parce que justement elle a toujours pu s'exprimer et qu'elle n'a pas encore reçu aucun nerf ou rien du tout, mais parce qu'elle gagne peut-être pas encore trop, attention. Et là on a un Starvo, où vous pouvez le voir, il a gagné 522 points rien que sur les ProQuest, c'est complètement dingue. Donc vraiment, on en est à un stade où je me demande pourquoi est-ce qu'ils nous mettent un truc de Living Legend si au final, ils ne nous le proposent, ils ne laissent pas les héros y partir. Et on va aller voir le leaderboard, justement, au rang 1 on a Bravo, ensuite on a Shane, on a Prism, on a Braillard, vous voyez? Et bien sûr, ces personnages-là, pour moi, Braillard et Shane auraient un potentiel de ne déjà peut-être presque plus être présents, ou alors qu'à partir de maintenant, ils seraient plus présents. Vous voyez, si on l'avait laissé un petit peu les cartes. Je dis pas, hein, je suis pas devin. Mais je me dis, ça faisait partie des choses qui me plaisaient énormément dans le jeu, c'est de me dire, ok, c'est pas parce que j'adore Braillard et qu'il est extrêmement puissant en ce moment, que, et je peux m'investir dans des cartes, etc., puis il va devenir une légende, et qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais toujours jouer Runeblade, ça ne sera pas interdit pour moi, je pourrais juste plus jouer Braillard. Et par exemple, en Runeblade, j'avais Shane, ou t'avais Viscerai, actuellement, il y aura d'autres héros qui vont arriver, donc j'avais l'autorisation de quand même jouer avec des cartes que j'aurais achetées qui sont hyper importantes, ou qui ont un certain coût. Mais par contre, Braillard, merci, au revoir. Et ben là, à chaque fois quand ils nous font des bannissements, et des errata, et ce genre de choses, ben ça empêche les héros de monter au rang de légende. Et je trouve ça dommage, parce que pour moi, ça permettrait de rééquilibrer peut-être ce problème de bloc. Parce que regardez avec Bravo, là, s'ils ne lui font rien, s'ils le laissent bien présent, et qu'il gagne toujours autant dans les prochains mois à venir, il pourrait peut-être passer au rang de légende. Ça voudrait dire au revoir un personnage qui a une capacité qui est assez puissante, et du coup, bonjour des nouveaux personnages, bonjour une nouvelle méta, bonjour une nouvelle réflexion. Si ils nous font, et je pense qu'il y a des chances que ça arrive, ils nous font un errata ou un bannissement de cartes, ben, on dira pas au revoir à Bravo Star of the Show, on dira au revoir peut-être au deck, etc., mais il sera toujours présent dans la méta, et du coup, bah, encore une fois, ça pourra parfois amener des exagérations dans un sens ou dans l'autre. Pfiouf, voilou. Je sais pas si c'était toujours très clair ce que j'ai réussi à dire dans cette vidéo, je sais pas si vous avez tout compris, et je sais une chose, c'est que je n'ai absolument pas la science infuse et que j'ai sans doute tort sur 1 milliard de choses que je viens de vous dire. Sachez-le. Mais je voulais vous partager un peu des réflexions, un feeling après ces ProQuest qui sont en train de se terminer, on va dire après cette saison, ce moment compétitif qui était important, qu'est-ce qui s'est dégagé, quel était mon feeling par rapport au match, etc. Et où est-ce qu'on en est actuellement, et qu'est-ce qui se passe avec ce jeu, et quel est son futur? Il a un excellent futur, j'en suis sûr, ce jeu il est incroyable, mécaniquement il a des idées géniales, ils ont un support qui est vraiment présent, bref, franchement ce jeu, je vois pas beaucoup d'autres jeux qui le concurrencent réellement dans son domaine, vraiment il est incroyable, mais il a aussi ses défauts, c'est un jeune jeu, il faut lui laisser du temps je pense, mais c'est un jeu qui est très très jeune, qui apprend, qui évolue, et ben, j'espère qu'il évoluera positivement dans le futur.
Je vous remonte un petit peu les Classic Battles, on verra un petit peu ce que ça va donner, et vous voyez qu'il y a de l'actualité qui arrive sur ce jeu dans le futur, et puis bah voilà, on a quand même déjà bien avancé sur ce jeu, hein, depuis quelques temps. Vous voyez tout ce qui est déjà été sorti depuis le jeu, une magnifique histoire, enfin vraiment, le jeu, il donne envie, le jeu est excellent, avec ses défauts peut-être actuellement, et à voir un petit peu son évolution par rapport à tout ce qui se passe autour de ce jeu. Bref, sur ces belles paroles, on arrive à quasi 30 minutes de vidéo. J'espère que vous êtes toujours là, que ça vous a plu, et je vais vous souhaiter d'éliminer rapidement le héros adverse. Bisous, bye bye!